Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Ma présentation pour le début du mois de juin 2015. Bonjour à tous, bonjour à nos amis au Canada, France, Haïti et les autres pays francophones. Commençons tout d'abord avec l'analyse de M. Lyndon LaRouche. M. LaRouche, économiste réputé, dit que en fait la civilisation, l'avenir de la civilisation plutôt, va être décidé d'ici les 2 prochaines semaines. Et un des événements clés qui va permettre en fait de décider l'avenir du monde, en fait, va se produire en Grèce. C'est-à-dire que la Grèce, qui depuis déjà plusieurs mois, en fait, depuis le nouveau gouvernement grec en fait, du début de la fin de l'année dernière, la fin de 2014, on a un gouvernement grec qui, en fait, combat la finance afin de protéger sa population contre la pression faite par l'Europe en général, par le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, pour payer leurs dettes le plus rapidement possible et de payer des sommes astronomiques, quitte à laisser la population mourir. Donc, évidemment, le discours actuel du gouvernement grec, c'est de dire la population d'abord, on va assurer le paiement des pensions pour les citoyens grecs, les salaires des employés gouvernementaux. Et évidemment, ce qui fait très peur au monde de la finance en Europe et dans le monde entier. Et le 5 juin, donc la semaine prochaine, sera une date très fatidique parce que c'est la date où la Grèce doit faire un premier paiement sur une dette en fait d'environ 1,6 milliard de dollars. Donc, il doit faire un paiement de 300 millions de dollars le 5 juin. Le problème pour la finance, c'est que la Grèce ne veut pas payer ce montant-là. On va s'occuper de notre population d'abord. Donc, après le 5 juin, si la Grèce ne paye pas, la Grèce aura un sursis de 30 jours pour payer cette dette. Mais évidemment, si elle ne paye pas, et c'est ce qu'elle dit maintenant, tout le système financier international pourrait sauter. Et ce qui, en fait, ouvrirait la porte à deux options, soit un accroissement du chaos au niveau international, donc au niveau de la guerre, au niveau des politiques, en fait, de fascisme financier, mais aussi le danger de guerre mondiale, en fait, une guerre qui pourrait débuter très bientôt à cause justement des gouvernements comme celui évidemment aux États-Unis avec Barack Obama, celui en Angleterre, qui sont en train en fait de chercher bataille avec la Russie depuis déjà belle lurette. Et la Grèce en fait propose maintenant, en fait représente plutôt un flanc contre cette finance mondiale et leur décision pourrait justement renverser la situation actuelle et permettre en fait un développement économique comme amené par les nations du BRICS aujourd'hui. Donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et comme on va discuter bientôt, de plus en plus aussi de pays en Amérique latine se joignent à cette dynamique-là. En fait, le premier ministre chinois vient juste de terminer un voyage en Amérique latine où il a visité 4 pays, dont le Brésil et le Pérou, et qui en fait ont signé plusieurs accords économiques, notamment un chemin de l'investissement ou le financement plutôt d'une étude de faisabilité sur en fait pour un chemin de fer connectant l'océan Atlantique du côté du Brésil jusqu'à l'océan Pacifique, donc jusqu'au Pérou, un chemin de 3300 km, un chemin ferroviaire de cette ampleur-là, qui est évidemment un projet énorme et qui pourrait changer la face de toute l'Amérique latine afin de connecter cette partie du monde avec en fait l'Eurasie à travers le nord jusqu'au tunnel sous le détroit de Bering et aussi permettre justement un véritable développement continental en Amérique latine. Donc les 2 prochaines semaines vont être très importantes. On risque de voir des actions dépourvues de sens en provenance de l'Empire britannique, en provenance de Barack Obama,
de la monarchie britannique et évidemment de Wall Street et de la City. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, justement, je pense que c'est important de parler de cette percée en Amérique latine par la Chine. Et je vais en parler à travers, en fait, les mots de Mme Elgozep Larouche. Parce que Mme Larouche a participé le 28 mai, donc hier, à une conférence donc, qui a eu lieu 2 jours après la conclusion de la visite du premier ministre chinois Li Keqiang, qui a terminé son voyage là, au Pérou. Et, euh, et donc, cette conférence-là qui a été organisée par le Collège militaire supérieur du Pérou. Donc, il y avait plusieurs présentations à travers Internet, donc sur Skype. Cette conférence, justement, intitulée L'alternative des BRICS et le développement du Pérou et de l'Amérique latine, dans lequel le meneur de la présentation, le général Aotero, a parlé en fait de manière assez éloquente du rôle des nations du BRICS en termes de changer le monde. Et il dit le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, donc les nations du BRICS, sont en train en fait de lancer un défi historique afin de construire l'avenir. Ils sont en train de construire un nouvel ordre mondial pour le progrès. C'est en fait la démonstration des nouvelles capacités des pays unis pour un développement énergique. L'Asie, l'Amérique du Sud et l'Afrique participent maintenant à ce défi pour l'humanité. Le Pérou se sent en fait directement concerné par cela et le Pérou a la capacité d'intervenir dans le développement de l'infrastructure, en parlant ici du fameux projet de train connectant le Brésil au Pérou, promu là, par la République de Chine. Donc, M. Aotero parlait justement de ce train, le train Brésil-Pérou, conduit par la République de la Chine. Donc, on a eu premièrement, durant cette présentation-là, on a eu en fait une vidéo d'une discussion menée par l'ancien vice-président de l'Institut chinoise d'études internationales. Donc, cet ancien vice-président nommé le docteur Liu Yufa, et qui en fait a parlé justement de la vue chinoise, de l'opinion chinoise par rapport aux perspectives des relations Chine et Amérique latine dans le contexte du développement mondial. Donc, M. Liu, en fait, a répondu dans sa présentation à environ 8 questions en provenance de l'audience qui avait été soumise avant. Pardon. Il a répondu à ces questions-là en direct par téléphone. Et à chaque fois, et ce de manière différente, M. Yufa a mis l'accent sur justement un concept unifié, c'est-à-dire que l'Amérique latine et la Chine doivent en fait et ont réussi en fait à rehausser l'échelle du développement industriel et que leur relation doit changer dans ce sens. En fait, l'importance critique de tout ça, par exemple de la construction de ce chemin de fer transcontinental pour l'Amérique latine, est un rêve qui remonte en fait au père fondateur des pays d'Amérique latine. M. Yufa explique, il dit « J'ai visité environ une dizaine de pays d'Amérique latine et je comprends et je connais justement les besoins que pourrait combler en fait les besoins en termes de transport, en fait d'avoir un système de transport régional et national afin justement d'accomplir ce rêve de ce qu'il appelle en fait de rejuvener, de rajeunir l'Amérique latine. Et que donc M. Yufa continue, il dit que le développement de la Chine offre une bonne leçon à l'Amérique latine parce que depuis des dizaines d'années, la Chine a commencé en fait à faire beaucoup d'investissements étrangers dans ce pays, donc au Pérou.
et que la Chine avait construit des chemins de fer, des projets d'eau, des projets de transport, et que en fait, pour réussir ça, ben, que ça prend justement une économie nationale et que les systèmes deviennent en fait la précondition nécessaire pour le développement national. Et que la décision stratégique a été prise par 3 gouvernements maintenant, donc le Pérou, le Brésil et la Chine, de construire un chemin de fer transcontinental à travers l'Amérique latine. Ce chemin de fer ne fera pas simplement que permettre au Pérou d'exporter ses produits en Chine, mais à travers la politique générale de développement de la Chine, que la Chine est en train de créer, tout ça crée en fait une énorme opportunité qui s'étend à toute l'Asie, l'Europe et l'Afrique en termes d'ouvrir le potentiel d'action du Pérou. Et que, en fait, il faut aussi se poser la question, il ne s'agit pas ici simplement d'échanger les produits que le Pérou produit, mais en fait de créer des nouveaux produits qui seront nécessaires pour le développement en fait des régions en Asie et des régions à travers le monde. Et on a eu par la suite la présentation stratégique de Mme Elga Zepp-Larouche, dont je vais traduire la présentation. Et cette présentation-là a été suivie par la suite par M. Dennis Small du magazine Executive Intelligence Review, donc du mouvement Larouche, dans lequel il a fait de la présentation sur pourquoi les États-Unis doivent rejeter l'accord PPP, donc le PPP qui veut dire le partenariat transpacifique, qui est la politique de libre-échange promue par Obama pour en fait contrer les BRICS. Et M. Small dit, ben non, oubliez le TPP et joignons-nous aux BRICS directement. Et par la suite, on a une discussion toujours par un représentant du Executive Intelligence Review, M. Luis Vasquez, qui représente en fait le magazine EIR au Pérou, dans lequel il a justement parlé de l'intégration, du rôle du Pérou dans l'intégration latino-américaine et sa connexion avec le pont terrestre eurasiatique. Donc voici la traduction du message de Mme Elga Zepp-Larouche à la conférence péruvienne sur la dynamique de BRICS donnée dans la ville de Lima au Pérou, donc enregistrée le 28 mai 2015. Donc la présentation va comme suit. Mme Larouche dit: laissez-moi tout d'abord offrir mes félicitations en rapport à la nouvelle idée qui a été conclue de construire un chemin de fer transcontinental après la visite du premier ministre chinois Li Keqiang, alors qu'il y a eu la signature justement de mémoire de compréhension entre le Pérou, le Brésil et la Chine pour réaliser ce projet de 3300 milles reliant le Pérou et le Brésil. Donc ce chemin de fer-là va permettre la connexion de la côte pacifique du Pérou à la côte atlantique du Brésil. Et cela veut dire qu'en fait, plusieurs connexions d'infrastructures importantes vont permettre la transformation du continent sud-américain dans son tout et accroître la productivité de production de ces pays et justement de toute l'Amérique latine et ainsi augmenter les conditions de vie de la population et construire un avenir avec beaucoup d'espoir. Donc ça, ce projet est la première étape vers cette amélioration du futur. Cela veut dire que le Pérou sera maintenant connecté non seulement à un chemin de fer, mais à toute la transformation optimiste et vraiment impressionnante de justement de grandes parties de l'économie mondiale, qui a commencé avec la proposition ou l'annonce par le président chinois Xi Jinping d'une politique de nouvelle route de la soie. Et ça, c'était en septembre 2013 au Kazakhstan et qui a désormais commencé, qui est une politique opérationnelle des nations du BRICS depuis le meeting, la conférence des nations du BRICS à Fortaleza au Brésil en juillet 2014. Et depuis ce temps, en fait, on voit un système financier et économique parallèle à celui qui existe maintenant.
on le voit émerger. Et un système qui est en fait basé sur des principes complètement différents que le système actuel, qui est un système dominé par la finance du monde transatlantique, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, Wall Street et la City de Londres. Donc la politique de la nouvelle route de la soie, ou ce qu'on appelle aussi la route de la soie maritime du 21e siècle. Donc ces deux politiques sont devenues synonymes pour ce que les nations du mouvement non aligné avaient comme terme, c'est-à-dire qu'à l'époque, le mouvement des pays non alignés parlait de nouvel ordre économique mondial juste, dans lequel les êtres humains prenaient en fait le centre des préoccupations de l'économie et que en fait on voulait atteindre le développement, assurer un bien commun à la population et pas simplement un profit à une minorité de gens. Donc le développement actuel est vraiment c'est un développement immense. Même après la tentative de cacher ces développements-là par justement les médias occidentaux, de cacher ces nouveaux développements durant les 2 dernières années, on a maintenant une reconnaissance un peu surprenante, un peu rapide, que ce système économique parallèle est en train de devenir une vraie réalité dans le monde. Et maintenant, on a une tonne d'articles dans les médias, comme par exemple un article récemment dans le magazine Time, dans lequel carrément l'auteur de l'article était en pleine crise, où il dit, où le titre de l'article dit « La nouvelle route de la soie pourrait changer l'économie globale pour toujours ». Donc la Chine et le reste du monde, en fait, veulent développer un projet de développement économique qui serait le plus gros dans l'histoire de l'espèce humaine. Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait. Donc, la politique de la nouvelle route de la soie et de la route de la soie maritime ne se limite pas évidemment simplement à l'Eurasie. L'Institut Schiller et le magazine Executive Intelligence Review ont récemment produit une étude de 370 pages dans laquelle on voit justement plusieurs cartes. Des cartes montrant en fait que la route de la soie est en fait maintenant, en 2015, ce qu'on pourrait appeler le pont terrestre mondial. Et que ce rapport-là est en fait un rapport de base pour en fait construire les projets des prochaines décennies et en fait contient beaucoup de projets d'infrastructure, des projets de corridors de développement qui vont connecter tous les continents. Et cela veut dire que pour très bientôt, on sera capable justement de voyager par train par exemple de haute vitesse à lévitation magnétique ou d'autres types de trains à haute vitesse, de la pointe sud du Chili à Punta Arenas ou Ushuaia en Argentine, à travers le nord, jusque dans l'Amérique du Nord et ainsi se connecter à travers le tunnel sous le détroit de Bering, se connecter à l'Eurasie, par la suite aller à travers le Proche-Orient et jusque dans le continent africain, donc la pointe de l'Afrique du Sud à la ville appelée Cape of Good Hope, donc vraiment une connexion mondiale. Donc je pense que en fait, tous ceux qui sont présents aujourd'hui voudraient être capables de faire pareil voyage à travers ce train-là. Donc aujourd'hui, maintenant, on voit déjà le leadership chinois et le leadership des nations du BRICS qui ont créé un momentum très important pour la construction de corridors d'infrastructures, de canals, par exemple, comme le nouveau canal au Nicaragua, qui serait en fait un deuxième canal du Panama. On voit des projets de tunnels, de ponts, de très grands projets hydrauliques. On voit aussi une coopération par rapport aux technologies nucléaires et aussi aux technologies de l'espace. Mais avec tout ça aussi, ce qui émerge, c'est un nouveau système financier. On voit différentes institutions comme la nouvelle banque de développement des BRICS.
On voit la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, qui a déjà maintenant 58 membres fondateurs. 12 de ces 58 membres-là sont en fait des membres de l'OTAN. Et vous avez aussi le Fonds de développement pour la nouvelle route de la soie. Vous avez la Banque de coopération de Shanghai, la banque SAARC, qui est en fait une banque pour les pays de l'Asie du Sud. Et comme le disait un des conseillers du président Poutine, un dénommé Sergei Gladiev, qu'il disait lors du 7e Forum académique des BRICS, qui vient de se terminer récemment à Moscou, il a dit, et c'est une citation très importante, il dit « La nouvelle banque de développement n'est pas une alternative au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale, c'est en fait un complément. Parce que cette banque-là fait face aux défis qui ont été ignorés par les institutions financières occidentales. Le Fonds monétaire international a simplement travaillé dans l'intérêt des spéculateurs et que le volume énorme de dollars, d'euros, de livres, de yens qui vient en fait des imprimantes bancaires sont en train maintenant de s'insérer dans les économies des pays du BRICS et en fait en visant à déstabiliser ces économies-là. Donc, il est nécessaire pour les nations du BRICS de développer leurs propres institutions financières afin de financer des projets de développement à long terme. Une partie de ce système financier-là, en fait, contient une réserve de fonds qui peut permettre justement aux nations de combattre les crises spéculatives, comme on l'a vu en Asie lors de la crise de 97, dans laquelle les monnaies asiatiques étaient sous attaque. Donc, les nations de l'Occident, en fait, sont en train de retirer l'argent qu'ils investissaient dans les nations du BRICS depuis les 10 dernières années environ. Donc, Mme Larouche continue, elle dit « Ce système parallèle pourrait, en fait, devenir le bateau de sauvetage du système financier transatlantique qui est maintenant en plein effondrement. Parce que ce système-là pourrait s'effondrer à tout moment de manière très forte et qui pourrait créer en fait une crise encore plus grave que celle de 2008. Donc un crash de la sorte pourrait aussi créer la sortie de la Grèce, que la Grèce pourrait sortir de l'euro et ainsi créer l'effondrement du système financier européen et aussi probablement du système bancaire américain. Et cela pourrait causer la banqueroute. Cet effondrement-là pourrait aussi être causé par la banqueroute de l'Ukraine ou simplement une explosion de la bulle des produits dérivés qui atteint maintenant aujourd'hui plus de 2 millions de milliards de dollars de produits spéculatifs inutiles et qui, justement, cette bulle-là pourrait exploser. Donc, les pays du BRICS doivent faire attention. Les institutions qu'elles ont créées sont très bonnes, mais cependant, il faut faire attention pour ne pas permettre à la spéculation à haut risque et la bulle des dérivés de s'insérer dans ce nouveau système. Parce que la nouvelle route de la soie et la route de la soie maritime, c'est pas simplement un nouveau système financier économique. C'est aussi une politique pour éviter une guerre mondiale. Et à ce point, nous sommes très près d'un danger de guerre à cause de la crise en Ukraine et des déploiements, en fait, des provocations faites par l'OTAN en Europe de l'Est sur la frontière de la Russie. Donc, le président Xi Jinping, le président chinois, a créé cette politique de la nouvelle route de la soie afin justement de surpasser la politique géopolitique et d'avoir une politique en fait qui soit inclusive, ce qu'il appelle une politique gagnant-gagnant. Et les critiques de la Chine vont dire ouais, c'est pas vraiment ça, c'est une tentative par la Chine de remplacer l'impérialisme anglo-américain,
ça va simplement devenir un effort chinois. C'est simplement un effort par la Chine de manipuler le monde et de contrôler le monde. Les Chinois ont un agenda secret. Tout ce qu'ils veulent, c'est de prendre des ressources naturelles. Bien, je peux vous dire que non. C'est tout à fait faux. Que la politique gagnant-gagnant veut dire que dans toute collaboration, les deux côtés doivent recevoir des bénéfices, comme on peut le voir maintenant en Afrique. Parce que la Chine qui est maintenant en train, évidemment, qui met la main sur beaucoup de réserves de ressources naturelles en Chine pour ses besoins futurs, parce qu'évidemment, la Chine représente 1/6 de la population mondiale. Mais l'important, c'est qu'ils sont en train de donner à l'Afrique des infrastructures, des barrages, des chemins de fer et d'autres projets comme ça. Et les représentants de l'Afrique à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils préféraient de beaucoup avoir justement cette conception de coopération gagnant-gagnant et de bénéficier, plutôt que d'avoir des représentants de l'Union européenne qui vont en Afrique et qui leur font des sermons à propos des droits humains et que ils ne pourront pas avoir d'infrastructure ou rien du tout. Donc la question qui est posée plusieurs fois, c'est de dire, est-ce que la Chine, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Eh bien, jugez par vous-même. Donc Mme Larouche continue. Comment pensez-vous que ça a été possible pour la Chine de réaliser son développement économique des 30 dernières années, ce qu'on appelle le fameux miracle économique chinois, durant une période où, en fait, les nations de l'Europe de l'Ouest, des États-Unis, en fait, ne se sont pas développées, même que, en fait, la Chine a accompli ce que l'Europe et les États-Unis, la Chine a accompli en 30 ans ce que les nations comme les États-Unis ou les nations de l'Europe ont accompli en 150 ans. Donc, comment ça a été possible, par exemple, pour la Chine de vraiment faire face aux problèmes de pauvreté extrême depuis l'époque de la révolution culturelle en Chine, afin de transformer la vie de centaines de millions de personnes, afin de créer justement une condition beaucoup plus décente, une condition de vie beaucoup plus décente qu'à l'époque. Donc, aujourd'hui, avec la nouvelle route de la soie, la Chine va vraiment faire face et résoudre les problèmes de pauvreté qui demeurent encore en Chine et dans les régions un peu plus éloignées des centres de la Chine. Donc, la clé de cette transformation-là, c'est la tradition de Confucius en Chine. Confucius, le fameux philosophe chinois. Donc, Mme Larouche dit, moi-même, je peux me connecter, je peux me lier à cette tradition-là, parce que je suis allé en Chine en 1971, et c'était en plein milieu de la révolution culturelle, et donc j'ai eu une expérience directe, et j'ai pu voir à quel point les gens étaient pauvres en Chine. Et durant la révolution culturelle, il y avait aussi une attaque vicieuse contre le confucianisme. Et j'y suis retourné 25 ans plus tard, en 1996, avec ma proposition pour le pont terrestre eurasiatique et la nouvelle route de la soie. Et j'ai participé à une grande conférence à Pékin. Et déjà, à ce moment-là, on pouvait déjà voir les résultats des réformes du président de l'époque, Deng Xiaoping, qui avait commencé à réintroduire les idées du confucianisme dans la population et dans le gouvernement, parce qu'évidemment, le confucianisme avait été la philosophie de l'État de la Chine pour plus de 2500 ans. Et plus récemment, l'année dernière, je suis retourné en Chine, j'y suis allé 2 fois, et j'étais vraiment ébloui par les énormes projets de développement des dernières 20-30 ans, durant lesquels les gens sont devenus beaucoup plus optimistes et heureux, et ils ont en fait une bonne idée de ce que peut avoir l'air, de ce que pourrait être leur avenir en tant que peuple chinois. Donc, l'idée de la philosophie de Confucius, qui en fait sont vraiment la base, fait vraiment partie de la base culturelle de la population chinoise. Cette philosophie-là veut dire que la société doit avoir un développement harmonieux. C'est basé sur les concepts très importants, les concepts clés le concept de Ren, qui en anglais se traduirait par bienfaisance,
ou en grec le terme agapé, qui veut dire que la société doit en fait se diriger vers le bien commun de toute la population. Et il y a aussi l'autre concept, le concept de l'I, LI, qui veut dire en fait que chaque nation et chaque personne doivent avoir une place, doivent trouver leur place dans la société de la meilleure manière possible et de développer en fait le potentiel complet de leur personnalité, de leur individualité. Et que si chaque nation et que chaque personne se développe au meilleur de leur capacité, seulement à ce moment-là avez-vous l'harmonie dans la société en général. Donc, il faut avoir en fait cette règle qui dit que il faut que le pays soit mené par en fait les gens les plus sages, les gens qui font preuve de dévouement moral. Il y a l'idée de ce que les Chinois appellent le mandat des cieux, ce qui veut dire que le gouvernement doit en fait suivre les règles supérieures, les règles universelles, pas simplement aider au jour le jour, assurer qu'on a un toit et quelque chose à manger et des vêtements, mais il faut que le gouvernement soit guidé par une espèce de concept en fait qui est cosmique et universel. Et que si en fait le gouvernement n'a pas ce mandat des cieux, donc il doit être remplacé par justement des gens plus sages. Donc quand on revient avec Xi Jinping, on voit que la Chine a maintenant des leaders dont la politique se base sur le confucianisme. Et je peux simplement vous encourager à lire les discours de M. Xi Jinping, qui sont très fascinants, des discours dans lesquels il parle justement de ses voyages en Inde, dans d'autres pays, en Europe, en France, en Allemagne, dans lesquels il évoque toujours la tradition de Confucius de la Chine et en fait justement parle des meilleures traditions des pays qu'il visite. Donc vraiment un dialogue culturel. Certaines citations de ces discours reflètent justement cet optimisme très important. Donc M. Xi Jinping dit par exemple les gens font l'histoire et le travail crée l'avenir. Le travail est cette force fondamentale qui, en fait, dirige le progrès de la société. Le bonheur ne tombe pas du ciel et les rêves ne se réalisent jamais automatiquement, mais à travers le travail, un travail qui est fort, honnête et créatif. Le travail est, en fait, honorable, sublime, magnifique et beau. Le travail permet de lancer ce potentiel créatif afin de créer un meilleur avenir pour tous. L'innovation devient l'âme du progrès de la nation. La science et la technologie sont les forces productives primaires. C'est pourquoi la Chine est en train de former un très grand nombre de scientifiques, d'ingénieurs de très haut calibre, des gens très créatifs. Nous sommes fiers d'avoir justement le plus de scientifiques et d'ingénieurs dans le monde. Fin de la citation. Donc, Mme Larouche continue. Elle dit, je pense que la notion chinoise de Made in China de la période actuelle va être remplacée par Created in China. Donc, la politique de fabriquer en Chine sera remplacée par la politique de créer en Chine. Ce qui veut dire que la Chine ne va pas simplement produire des biens, mais que la Chine innove, que la Chine va développer de nouvelles technologies et transformer ces technologies-là afin de créer de nouveaux produits, des meilleurs produits pour le monde. La Chine est dans le processus maintenant va de l'avant dans vraiment dans la création d'une économie basée sur l'innovation. Et c'est ça l'idée, en fait, de la véritable source de richesse. C'est la créativité de son peuple, du peuple chinois. Donc le rêve chinois, c'est l'idée de créer un meilleur avenir pour la société dans son entièreté, en se basant justement, en s'ancrant dans le développement complet du potentiel créatif de chaque individu de la société.
Donc, après avoir travaillé avec mon mari Lyndon Larouche depuis une quarantaine d'années, je peux vous dire que la Chine maintenant représente la plus proche approximation de ce que M. Larouche appelle l'économie physique, basée sur l'identité de l'espèce humaine comme étant une espèce créative. La nouvelle route de la soie veut dire en fait que le miracle économique chinois devient disponible, devient ouvert pour toutes les autres nations qui veulent participer à ce rêve chinois afin de développer leur propre potentiel et ainsi assurer leur propre futur, leur propre avenir et leur propre bénéfice. Xi Jinping a dit à un certain moment, je cite, même s'il y a des océans vastes entre la Chine et l'Amérique latine, nous sommes toujours liés à travers le cœur et à travers l'âme. Et nous devons avoir une poursuite commune de beaux rêves ensemble. Et c'est exactement ce qui est maintenant à l'agenda avec ce chemin de fer transcontinental du Pérou au Brésil pour connecter les deux océans. Et on se rappelle au 15e siècle, on avait eu l'amiral Zhu Man de la Chine qui avait réussi à atteindre les côtes, le littoral du Pérou et à amener plusieurs technologies importantes au Pérou au 15e siècle, on s'entend. Et donc, on veut que les gens du Pérou, justement, soient inspirés avec cette idée de construire un chemin de fer transcontinental comme étant le début de la transformation du continent latino-américain. Et laissez-moi terminer en vous donnant une citation de Confucius, qui a toujours encouragé les jeunes d'avoir le courage d'innover. Il a dit, je cite, « Les jeunes gens doivent avoir la volonté de créer des chemins à travers les montagnes et de créer des ponts au-dessus des rivières. » Fin de la citation. Et c'est exactement l'esprit qui est maintenant en train d'éclairer le projet de ce chemin de fer transcontinental. Et cela, justement, nous donne, en fait, beaucoup d'espoir concernant la création de nouvelles ères pour toute l'espèce humaine. Donc voilà pour le discours. Ici Jean-Philippe Lebleu qui vous dit à la semaine prochaine. D'abord. Donc, après le 5 juin, si la Grèce ne paye pas, la Grèce aura un sursis de 30 jours pour payer cette dette. Mais évidemment, si elle ne paye pas, et c'est ce qu'elle dit maintenant, tout le système financier international pourrait sauter, et ce qui en fait ouvrirait la porte à deux options, soit un accroissement du chaos au niveau international, donc au niveau de la guerre, au niveau des politiques en fait de fascisme financier, mais aussi le danger de guerre mondiale, en fait une guerre qui pourrait débuter très bientôt à cause justement des gouvernements comme celui évidemment aux États-Unis. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Ma présentation pour le début du mois de juin 2015. Bonjour à tous, bonjour à nos amis au Canada, France, Haïti et les autres pays francophones. Commençons tout d'abord avec l'analyse de M. Lyndon Larouche. M. Larouche, économiste réputé, dit que en fait la civilisation, l'avenir de la civilisation plutôt, va être décidé d'ici les 2 prochaines semaines. Et un des événements clés qui va permettre en fait de décider l'avenir du monde en fait, va se produire en Grèce, c'est-à-dire avec Barack Obama, celui en Angleterre, qui sont en train en fait de chercher bataille avec la Russie depuis déjà belle lurette. Et la Grèce en fait propose maintenant, en fait représente plutôt un flanc contre cette finance mondiale et leur décision pourrait justement renverser la situation actuelle et permettre en fait un développement économique comme amené par les nations du BRICS aujourd'hui, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine,
et l'Afrique du Sud. Et comme on va discuter bientôt, de plus en plus aussi de pays en Amérique latine se joignent à cette dynamique-là. En fait, le premier ministre chinois a assuré le paiement des pensions pour les citoyens grecs, les salaires des employés gouvernementaux. Et évidemment, ce qui fait très peur au monde de la finance en Europe et dans le monde entier. Et le 5 juin, donc la semaine prochaine, sera une date très fatidique parce que c'est la date où la Grèce doit faire un premier paiement sur une dette en fait d'environ 1,6 milliard de dollars. Donc, il doit faire un paiement de 300 millions de dollars le 5 juin. Le problème pour la finance, c'est que la Grèce ne veut pas payer ce montant-là. Et on va s'occuper de notre propre. La Grèce, qui, depuis déjà plusieurs mois, en fait, depuis le nouveau gouvernement grec, du début de la fin de l'année dernière, la fin de 2014. On a un gouvernement grec qui, en fait, combat la finance afin de protéger sa population contre la pression faite par l'Europe en général, par le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne, pour payer leurs dettes le plus rapidement possible et de payer des sommes astronomiques, quitte à laisser la population mourir. Donc, évidemment, le discours actuel du gouvernement grec, c'est de dire la population d'abord, on va